La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je retrouve aujourd'hui Claire Moutou, astronome à Toulouse, qui a beaucoup voyagé pour son travail et qui nous a expliqué la semaine dernière le travail réel d'une astronome professionnelle dans le domaine de l'observation directe avec les grands télescopes internationaux. Claire, nous allons parler de ton sujet de recherche aujourd'hui, les exoplanètes. Mais auparavant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton sujet de thèse à Orsay, même si tu as ensuite changé de direction de recherche. Tu étudiais les PAH, qui sont des molécules hydrocarbures polycycliques aromatiques et qu'on observe dans l'espace, dans la matière interstellaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces molécules particulières, organiques, et de ce que tu faisais, des observations, et je crois que tu faisais aussi des expériences au laboratoire pour les étudier? Oui, alors effectivement, ces PAH sont des grosses molécules qui contiennent beaucoup de carbone, donc c'est un peu des réservoirs de carbone dans l'univers, mais elles sont très rares. Une molécule va croiser un photon une fois par semaine. Donc voilà, on est dans du grand vide, mais ces molécules-là ont un grand rôle dans la fabrication de la poussière, et donc dans la fabrication des étoiles. Et mon rôle, effectivement, pendant ma thèse, était d'obtenir des données de laboratoire pour mieux comprendre leur interaction avec la lumière et pouvoir mieux comprendre les observations qu'on faisait du milieu interstellaire. Il faut quand même dire, parce que je pense que les auditeurs ne sont peut-être pas très au courant de tout ça, que dans le milieu interstellaire, par rapport à d'autres molécules, il y a quand même un assez grand nombre de molécules qu'on appelle organiques. Et ces molécules organiques, en fait, ça veut dire quoi exactement, molécules organiques ? Elles contiennent certains atomes, les atomes qui sont aussi à la base de notre vie organique, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Les molécules organiques sont des molécules qui peuvent aussi rentrer dans la composition des espèces vivantes. Et alors ces molécules polycycliques aromatiques, elles ont une forme particulière ? C'est des formes, alors c'est à base d'hexagones ou de pentagones. Et quel est l'intérêt d'observer ces molécules ? On se rend compte en fait en observant le milieu interstellaire qu'il y a beaucoup de bandes d'émission ou de bandes d'absorption qui ne sont pas identifiées. C'est-à-dire qu'on observe la matière interstellaire, donc la matière qui est entre les étoiles, et on analyse cette lumière de manière qu'on appelle spectroscopique, c'est-à-dire qu'on regarde en fonction de la longueur d'onde. Et là, on voit des raies d'absorption, c'est-à-dire que la lumière est absorbée à certaines longueurs d'onde, et il y en a qu'on ne connaît pas, c'est ça. Enfin, on cherche à comprendre à certaines longueurs d'onde pourquoi la lumière est absorbée, et ça, c'est des signatures de molécules. Donc, on essaye de comprendre la composition chimique du milieu interstellaire, en fait, c'est ça. Oui. Voilà. Et pour ça, tu avais fait des études aussi au laboratoire, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, la difficulté en laboratoire, c'est de reproduire les conditions de l'espace, les conditions de vide en particulier. Donc au départ, je faisais des expériences en phase solide, donc c'était pas très représentatif parce que ces molécules sont gazeuses dans l'espace interstellaire. Ensuite, on les a mis effectivement on les a projetées en fait dans une poche de vide. Elles étaient à l'état gazeux, et puis attaquées avec un laser pour qu'elles montrent leur interaction avec la lumière. Donc c'était intéressant, c'était vraiment une des premières fois que ça se faisait. Et après, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé aussi sur ce genre d'expérience. Donc c'est un sujet très intéressant, mais tu as quand même changé de type de travail et tu t'es intéressé aux exoplanètes. Oui, c'est ça. En fait, pendant ma thèse, la première exoplanète a été trouvée en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. Et ça m'a tout de suite semblé comme un domaine vraiment très riche. Et en plus, mon travail de thèse n'était pas si différent que ça, finalement. Au point de vue technique, point de vue observation, en continuant à faire des choses très similaires, je pouvais facilement changer de sujet. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, c'était un petit peu aventureux, mais c'était vraiment très intéressant et puis très attractif. Et là, tu es allé à Marseille. Tu es resté 12 ans à Marseille. C'était pour travailler sur la mission COROT. Il faut dire que c'est un satellite qui a été envoyé dans l'espace COROT pour détecter des nouvelles planètes extrasolaires
Et aussi des vibrations d'étoiles, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Avec CORO, on était capable d'observer plusieurs milliers d'étoiles à la fois et de suivre l'évolution de la lumière qu'elles émettaient en fonction du temps. Ça s'appelle une courbe de lumière. Et si pendant ce moment où on les observait, une planète pouvait passer devant le disque de son étoile, on repérait cet événement et on essayait de l'identifier. C'est-à-dire que quand une planète passe devant son étoile, la lumière qu'on voit de l'étoile diminue. Pendant cette période-là, c'est ça. Exactement, voilà. Oui. Et surtout, mon travail était essentiellement de mesurer la masse de la planète qui avait été identifiée de cette façon. Ce qu'on doit faire, c'est des observations complémentaires pour obtenir la masse de la planète en regardant l'effet gravitationnel de la planète sur l'étoile. Donc là, on observe l'étoile et on regarde si le mouvement varie en fonction du temps, ce qui pourrait être l'indication que la masse de la planète a un effet sur l'étoile. Donc en reliant ces deux méthodes, l'une qui mesure la masse et la période de la planète, et l'autre qui mesure le rayon et la période aussi, on peut mettre en évidence des planètes dont on mesure la densité finalement. C'est-à-dire que c'est une conjugaison de deux types d'observations. Des observations dans l'espace, pour lesquelles on observe ce qu'on appelle le transit, c'est-à-dire la planète qui passe devant l'étoile, et puis d'autres observations qui, je pense, étaient faites à l'Observatoire de Haute-Provence, peut-être pas que à l'Observatoire de Haute-Provence, je ne sais pas, où on observe encore une fois le spectre de l'étoile dont on a déjà parlé, et à partir de là, on a une autre information. Les deux observations à la fois permettent d'avoir la masse de la planète, et si on a la masse et le rayon, on a sa densité, c'est ça ? Voilà, c'est qu'on faisait ces observations complémentaires à la fois à l'Observatoire de Haute-Provence et au Chili, ou sur d'autres télescopes. Il y avait beaucoup de collègues européens qui participaient à ces observations complémentaires. Donc effectivement, on mesure la masse de la planète avec l'effet qu'elle a sur la vitesse de l'étoile, et depuis les observatoires au sol, et on complète l'information du transit obtenu depuis l'espace. Et quand on a la densité de la planète, on a une idée de sa composition interne, c'est-à-dire en faisant des comparaisons avec des calculs, des modèles. Voilà, on a une idée de la densité moyenne de la planète. Donc on va pouvoir être en mesure de distinguer une planète gazeuse d'une planète rocheuse. Après, il y a toutes les planètes intermédiaires qui sont beaucoup plus compliquées à identifier. On ne sait pas tout à fait identifier une planète qui a une densité intermédiaire, qui pourrait être vraiment composée d'eau, ou quasiment complètement composée d'eau, on appelle ça les mondes océans, ou bien avoir un corps rocheux et une enveloppe gazeuse très, très épaisse. Donc on ne sait pas très bien faire la distinction là. Donc on ne peut pas vraiment faire la composition, mais on a en tout cas la densité moyenne. Donc ces observations-là, qui étaient faites avec CORO, c'est terminé maintenant. CORO ne fonctionne plus. Après, il y a un autre satellite américain, Kepler. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi de détecter des exoplanètes. Je crois qu'on en est à plus de 5000 maintenant, exoplanètes détectées. Voilà, donc après CORO était assez pionnier dans cette recherche depuis l'espace des transits exoplanétaires. Ensuite, la mission Kepler a vraiment révolutionné ce domaine avec un télescope plus grand et qui a pu observer le même champ d'étoiles pendant plus longtemps. Et maintenant, on en est à la 3e génération, TESS, qui est aussi un satellite américain qui continue à faire ses recherches. Et le futur est encore dans ce domaine avec Plato, qui sera lancé par l'Europe. Donc il y a encore beaucoup de nouveaux transits qui seront détectés et découverts et dont il faudra faire le suivi avec des télescopes au sol. Et alors, Spirou dans tout ça, donc on revient à l'instrument Spirou dont tu t'occupes et qui est installé sur l'île d'Hawaï, donc on revient à ton travail à Hawaï. Que fait Spirou ? Je crois que Spirou cherche, il fait beaucoup de choses, mais en particulier étudie des petites étoiles plus petites que le Soleil pour voir s'il y a des systèmes planétaires autour. Voilà, alors pour relier à la discussion précédente, Spirou est capable de faire des mesures de masse de planètes, donc en mesurant la vitesse radiale et sa variation en fonction du temps. Et il est spécialisé sur 2 types d'étoiles, soit les étoiles toutes petites, on appelle ça les étoiles M, des étoiles qui ont à peu près un tiers ou moins de la masse du Soleil, et d'une part, et d'autre part les étoiles jeunes. Donc les étoiles jeunes qui vont être plus brillantes dans le domaine infrarouge et qui vont être, parce qu'elles sont encore dans un disque ou dans un cocon de poussière,
Et ces étoiles jeunes, on se demande aussi si elles ont des planètes. Donc on est capable avec Spiro de chercher des planètes autour de ces étoiles jeunes. Des étoiles en train de se former ou des étoiles déjà formées quand tu dis étoiles jeunes? Alors c'est des étoiles de quelques millions d'années par exemple. Quelques millions d'années, on rappelle que le Soleil a quelques milliards d'années. Donc c'est pour ça que 1 million d'années, c'est très jeune pour une étoile. Donc il y a déjà eu des observations. Je me souviens d'un système planétaire qu'on appelle TRAPPIST. TRAPPIST a été trouvé par un télescope au sol d'observation de photométrie autour d'une étoile toute petite, effectivement. Et c'est un des systèmes que l'on suit avec Spiro. Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de découvertes à venir avec ces exoplanètes. En fait, je crois que statistiquement, par rapport à tout ce qu'on connaît actuellement, et en comparant avec le nombre d'étoiles observées, on peut dire qu'il y a des milliards de planètes dans la galaxie. Et donc il y a beaucoup à découvrir encore. Et ça nous concerne particulièrement parce que la Terre... dans le système solaire, fait partie de ces planètes de la galaxie. Donc c'est vraiment important pour comprendre nos origines. Donc merci Claire, merci pour toutes ces explications et bonne continuation dans ton travail. Au revoir. Au revoir, avec plaisir, au revoir.